votre activité sur les marchés de transfert? En termes de réussite et de non-réussite, évidemment. Toujours, non. Il y a toujours ces questions dans le football, non, de quelles sont les bonnes décisions, les mauvaises décisions. Spécialement, les niveaux de réussite dans un club de football, c'est impossible. D'échanger, spécialement d'échanger beaucoup de joueurs, avoir toujours de la réussite. Je n'aime pas me juger, spécialement, il y a une seule chose qui juge, que sont les résultats sportifs. Tout le monde est soumis des résultats sportifs. Ça, c'est le meilleur des jugements. C'est les résultats sportifs. Et spécialement pour nous, au niveau des dirigeants, des résultats, oui, mais comment on veut développer un nouveau projet. Ce n'est pas facile. Spécialement quand ils changent beaucoup de joueurs, ce n'est pas quelque chose que c'est bien fait. Parce que tu dois chercher toujours d'avoir un certain type de continuité. Mais dans le moment que tu changes radicalement ton style, parce que tu crois dans cet style, après c'est plutôt compliqué, parce que mettre ensemble beaucoup de joueurs en même temps, c'est plus compliqué que les intégrer dans un collectif, que ça fonctionne tout seul. On a fait beaucoup de changements, on espère d'avoir des résultats sportifs qui donnent de la crédibilité à tous ces changements, mais surtout on espère de construire un projet basé sur cette identité de jeu, dans lequel, à dire la vérité, dans les moments qu'on connaît Igor, par exemple, parce que Igor, il est un entraîneur avec une mentalité que c'est très facile à voir comme supporter, comme journaliste, comme club. C'est de nous, à nous s'adapter aussi au chemin qu'on a pris. Et maintenant, je crois que ce marché d'hiver et le prochain marché d'été, ça va être encore plus facile de travailler pour nous comme club, avec la connaissance qu'on a de toutes les idées qu'il veut développer. Je crois que ça va être plus facile que les derniers marchés d'été. Mourad. Oui, Président, j'aimerais revenir sur un sujet qui semble vous tenir à cœur, la formation. Tout à l'heure, donc, on a parlé un petit peu de la difficulté justement d'avoir des joueurs qui intègrent l'équipe première. Tous vos prédécesseurs parlent de formation tout le temps, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à tout le monde à l'Olympique de Marseille, mais les seules fois où il y a eu des joueurs qui n'étaient pas des cracks, j'ai l'impression ces 10 dernières années qui ont été intégrés à l'équipe première, c'est sous Bielsa parce qu'il n'y avait pas d'argent pour recruter, et sous André Villas-Boas où on a eu des Perrin, des Hackey, où il n'y avait pas d'argent pour recruter. Tout à l'heure, on a aussi parlé des 3% de temps de jeu d'Isaac Touré. Est-ce que ce qu'il ne faudrait pas réellement changer à l'Olympique de Marseille, c'est que ces 3% de temps de jeu n'aillent pas à des joueurs du centre de formation, plutôt que de recruter des joueurs qui sont pleins de promesses, mais qui prennent peut-être cette place-là, qui pourraient faire rêver les jeunes de la région, et qui pourraient aussi faire grandir, parce qu'on a vu des Eric Demeco, des Benoît Coé, qui ont fait carrière à l'Olympique de Marseille, qui n'étaient pas du tout des cracks en formation. Donc voilà, est-ce que c'est pas sur ça qu'il faudrait se concentrer pour réformer la formation à l'Olympique de Marseille? C'est un bon débat. Je suis d'accord, à dire la vérité, que les temps de jeu, dans un pourcentage plus réduit, dans un effectif, la meilleure des optimisations, c'est qu'il doit venir avec des joueurs de centre de formation. C'est une bonne réflexion et je crois en ça. Comment réussir au centre de formation? La première chose et la première réponse est claire, c'est le niveau. Pour moi, donner des cadeaux, je n'aime pas faire des cadeaux dans ma vie, à personne. C'est une question d'exigence et c'est une question de niveau. Si tu as le niveau, tu mérites. Si tu n'as pas le niveau, tu ne dois pas faire des cadeaux. Mais dans le football et dans la vie, je crois en ça. Parce qu'en plus, quand tu fais des cadeaux, spécialement dans le football, après tu fais des monstres. Ça te permet de nourrir des monstres. Mais c'est vrai, pour moi, ça passe pour des questions qui sont importantes. La première chose, c'est de croire. Et avoir le courage à jouer avec des joueurs qui viennent de centres de formation. Ça, c'est important et ça, c'est une des choses qu'à niveau des clubs, on doit croire. Et on est obligé à y croire. Mais c'est une question aussi d'avoir les niveaux et de former des joueurs avec une adéquation à ce qu'on veut voir dans le futur. Je peux donner des petites explications, non? Quand on a intégré beaucoup de joueurs dans les centres de formation à la méthodologie de jeu qu'on développe avec Igor Tudor, il n'arrivait pas. Alors, c'est très difficile de donner du temps de jeu à des joueurs qui ne tiennent pas le rythme physique. Après, je ne dis pas que c'est en faute, parce que c'est très difficile de jouer à niveau physique avec Igor Tudor. Contre Monaco, on a couru 117 km. À Ligue 1, normalement, tu cours 104, 105 km.
a couru 117. Contre Tottenham, la Ligue des Champions, 126 km. C'est difficile. Et on n'était pas prêt avec beaucoup de joueurs dans les centres de formation maintenant. On doit entraîner maintenant les joueurs pour avoir ce type de niveau physique parce qu'on veut développer un type de football beaucoup physique. Mais c'est vrai que donner des cadeaux et de donner des choses gratuitement, ça c'est une des choses que je ne crois pas dans la vie. On doit avoir le niveau, mais on doit avoir le courage aussi comme club. Dans les moments qu'ils méritent d'avoir l'opportunité, ils sont prêts. Les projets doivent être basés sur ça. Et ça, c'est une question à laquelle je tiens. C'est une erreur qu'on a fait dans le passé. Moi, le premier que je suis ici depuis 2020. C'est quelque chose qu'on doit améliorer, mais c'est quelque chose qu'on doit avoir, surtout au niveau des clubs, le courage, et ça va être un des piliers du projet. Gilles. Président, j'aimerais revenir sur le cas d'Arkadiusz Milik. Vous évoquiez ses récentes bonnes performances. Ne regrettez-vous pas de l'avoir prêté? L'avez-vous prêté pour des raisons sportives, financières ou peut-être les deux? Et en tant qu'ancien de la Juve, vous et Igor Tudor, est-ce que vous n'estimez pas avoir fait un trop beau cadeau à la vieille dame? On considère que la sortie d'Arkadiusz, c'est une question que c'est la réflexion dans le football moderne. C'est une réflexion que tout le monde doit se poser. Qu'est-ce que tu préfères? Avoir des joueurs de niveau ou avoir des joueurs qui sont adaptables à jouer dans ton équipe? Si tu as les deux, c'est magique. Et c'est très important, naturellement. Tu dois chercher toujours d'avoir des niveaux et de l'adaptation à ton modèle. Ce qu'on considérait, c'était qu'Arkadiusz Milik, c'est un joueur de très haut niveau. Je le considère un des meilleurs buteurs à niveau européen, mais il n'est pas le joueur le plus adapté à la modalité de jeu qu'on veut développer. C'est le sentiment qu'on a. Dans les moments qu'on a trouvé ce type de situation, tu dois toujours analyser qu'est-ce que tu dois faire dans les marchés, spécialement parce qu'avoir dans ton effectif un des salaires les plus élevés et qu'il n'est pas le joueur le plus adaptable, peut-être qu'on se trompe, il est le plus adaptable, mais on doit prendre des décisions et parfois tu te trompes. Mais on croyait dans l'été que c'était le cas, spécialement parce qu'on préférait faire la planification avec un joueur comme Alexis Sanchez, qu'on croyait, et on croit, que c'était plus adaptable à la façon de jeu qu'on veut développer. Dans ce moment, tu dis, tu as des joueurs avec des salaires, entre les salaires les plus hauts dans l'effectif, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, les joueurs avec les salaires plus hauts de l'effectif doivent être les joueurs les plus importants de l'équipe. C'est quelque chose que c'est la santé à l'intérieur d'un vestiaire. On a trouvé des solutions. La Juventus, toujours, il a été intéressé par les joueurs. On a trouvé, je crois, un bon prêt, spécialement parce qu'un prêt, ça peut être un réussi. On a parlé avant, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas des temps de jeu avec les différents prêts. Ou ça peut être une situation que ça te met en difficulté. Mettre un joueur dans une équipe du niveau de la participation en Ligue des Champions et qu'il va lutter jusqu'à la fin pour les championnats en Italie, même si Napoli, cette saison, ils sont avec une puntuation très haute, ça donne toujours de la valeur à un joueur. Spécialement si tu trouves des bonnes solutions dans des très bons clubs, toujours les joueurs ils tiennent la valeur. Pour ça qu'on a décidé de lui envoyer dans un club d'un certain niveau. Même comme dirigeant, tu dois prendre des décisions difficiles. Ça serait plus facile d'envoyer dans un club d'un niveau inférieur pour te protéger et dire, ah, écoutez, il n'a pas le niveau pour nous, mais il va dans un club inférieur. On a pris des décisions pour le bien du club et tenir les valeurs du joueur, même s'il est performant sur la Juventus, et il est très performant, on est très content pour lui, on est très content de que les joueurs tiennent la valeur. Et ce qu'on espère, c'est de bien trouver des solutions. Peut-être que dans le futur, il peut revenir. La Juventus, il a une option pour acheter les joueurs, mais après, c'est l'avenir qui va dire. Mais dans les moments qu'un joueur il est performant, il tient la valeur, on doit prendre des décisions en fonction de ce qu'on considère la chose meilleure pour le club. Romain. Président, j'ai deux questions. La première, je vais essayer d'être rapide parce que je ne vais pas vous garder toute la journée non plus. Mais Bamba Dieng, est-ce que son maintien dans l'effectif cet hiver passe par une prolongation de contrat? Il n'a plus qu'1 an et demi de contrat. Bamba Dieng, on est très content avec lui. Vraiment. Il a fait des changements importants. Il s'entraîne d'une façon impressionnante, je tiens à dire. Dans l'été, on pouvait critiquer un peu. Maintenant, c'est un joueur que vraiment, il mérite les biens qui lui arrivent.
On est très content avec lui. C'est un joueur que maintenant il est revenu dans tous les mécanismes. Il s'est mis à l'écoute. Il s'est mis dans une façon dans laquelle je tiens à dire la parole humilité. Avec une humilité dans les entraînements incroyable. Et naturellement, ce qu'on souhaite pendant les prochaines semaines, c'est de commencer à discuter d'une prolongation, surtout parce qu'on est très content avec son niveau de performance. On croit que ça va être un joueur important dans l'avenir de l'OM. On le croit. Et surtout, c'est un joueur avec un niveau d'implication dans ce moment, dans les projets et dans ce que les coachs demandent, avec une grande implication, que c'est quelque chose que je tiens à dire publiquement. Okay, très bien. Ma deuxième question, c'est sur l'arbitrage. Vous l'avez dit, vous êtes au club depuis 2020. Est-ce que vous n'avez pas quand même constaté que l'OM est arbitré différemment? Peut-être que ce n'est pas votre avis. Et si c'est votre avis, pourquoi vous n'intervenez pas plus lorsqu'il y a des événements assez majeurs dans certains matchs? Ce sont des questions pour moi qui sont différentes. Il y a des changements maintenant que c'est bon se passer dans l'arbitrage. Pour moi, la conséquence de comment l'OM est arbitré, je cherche à analyser le pourquoi des situations, non? Parce que je considère que le niveau individuel du arbitrage français, c'est haut. Et on voit dans les compétitions internationales, chaque fois qu'il y a un arbitre français dans des matchs internationaux, normalement, ils font de bons arbitrages. C'est pour ça que c'est un bon niveau international. Et c'est un bon niveau aussi individuel de décision. Pour moi, quel était le problème ici en France? Et on peut analyser. Pour moi, ce sont des problèmes qui sont très importants. Un problème qu'il y avait beaucoup de différences entre les critères donnés pour la CTA et les critères donnés à niveau européen par l'UEFA. Ce sont des façons de comprendre l'arbitrage que c'était très différent. On sait que ça affecte à l'OM. Normalement, on joue le match et nous envoie 85-90% des fois des arbitres européens, des arbitres qui arbitrent normalement en UEFA. Sont tellement loin les consignes à niveau national et à niveau international qu'il fait des arbitrages qui ne sont pas parfois très cohérents. Pour moi, ce n'est pas une faute de niveau individuel, c'est une faute qu'on rentre beaucoup de fois dans la confusion de quel type d'arbitrage on veut faire. Dans le moment que tu as des consignes différentes et tu vas évaluer dans des évaluations complètement différentes, c'est difficile pour l'arbitre. Deuxième question, c'est l'utilisation de la barre. Avec tout le respect, je considère ici qu'on considère dans l'arbitrage la barre comme un élément de correction à l'arbitre. Je considère que la barre, ça doit être un élément qui aide l'arbitre à prendre la meilleure des décisions. Pour moi, c'est ça la différence. Dans des autres pays, la barre, un modèle plutôt traditionnel comme l'anglais, il dit bon, on n'utilise pas la barre parce qu'on n'aime pas la barre. Okay, on l'accepte. En Italie ou en Espagne, on part vers la direction qu'on utilise la barre pour aider les arbitres et même la relation entre l'arbitre barre et l'arbitre du terrain, c'est une relation de respect dans laquelle je vais t'aider, tu vas m'aider. Je ne crois pas qu'ici en France, on a une conception de barre comme un élément qui aide les arbitres, même à niveau public et même à niveau de communication, parce que je lis beaucoup de fois, non, la barre, il a changé la vie. Non, la barre, il a aidé l'arbitre à prendre la bonne décision. Pour moi, c'est ça qu'il y a une conception du VAR dans l'arbitrage français, que ce n'est pas adéquat. Sur le point de comment on se pose, écoutez, on peut réagir de façon différente sur l'arbitrage et sur des différents événements. Je crois que le football, il prend en réalité. Je crois dans un football plutôt moderne. En Espagne, je suis espagnol, et je prends les exemples dans lesquels j'étais éduqué, où j'ai vu parler tout le temps d'arbitrage. En Espagne, c'était le football de 190. Pour moi, on doit considérer que l'arbitrage, c'est une partie du sport. Ils sont acteurs majeurs, comme nous dirigeants, mais surtout les acteurs sont les joueurs. Mais après, tout le monde on doit coexister. Je prends des mauvaises décisions tous les jours. L'arbitre, il va se tromper. Moi, je vais me tromper demain. On doit traiter tout le monde avec du respect. On doit parler beaucoup dans les instances. Pour moi, un problème d'arbitrage, c'est ça. La différence des critères et la différence dans l'utilisation du VAR dans les différents championnats.
On peut dire ça, on peut discuter de ça, parce que ça, c'est l'origine du problème. Je n'aime pas imposer publiquement des situations, pas pour un manque de caractère, parce que je ne crois pas que ça c'est le futur du football, et je ne crois pas qu'un dirigeant de football en 2022, il doit sortir à la télé à insulter un arbitre, ou à parler d'arbitrage, ou chercher de faire de la pression. Ça se fait après. C'est important que l'Olympique de Marseille soit bien représenté dans les instances, c'est très important de bien se faire sentir la voix, c'est très important d'être cohérent tous les jours avec le travail que tu fais, et de changer toujours à meilleur. Et de chercher que l'arbitrage change, que l'arbitrage soit meilleur. Et sortir en télévision, insulter un arbitre, ou à dire que l'arbitrage nous a volé, pas volé, je crois que ça c'est trop ancien. C'est ma vision. On va finir avec toi, Karim. On ne va pas faire de bilan de la présidence de Pablo Longoria, parce qu'il reste encore, je vous le souhaite, beaucoup de temps, mais il y a un nouveau projet qui a été initié cet été. Le football est vraiment revenu au centre du projet. Il y a eu des nouvelles têtes, des collaborateurs proches qui sont venus apporter beaucoup de choses. Les perspectives financières semblent être intéressantes. Où se situe le projet là, aujourd'hui? Est-ce qu'il va vraiment dans le sens du développement que vous vouliez donner à l'Olympique de Marseille? Depuis, comme vous savez, j'ai fini la saison dernière très fatigué. Très fatigué. Vous avez une bonne tête là. Il y a une bonne tête là aujourd'hui. Bon, depuis des victoires, ça aide un peu. Mais si on parle sérieusement, pour nous, tous les changements qu'on a fait cet été, c'était quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps. Spécialement parce que tu ne peux pas dépendre du dernier résultat, comme dirigeant et comme projet. Tu ne peux pas dépendre d'un but au dernier moment de Lens ou de faire un but au dernier moment contre Strasbourg pour faire un projet. Ce que tu dois faire, c'est de pérenniser une idée et de chercher de faire du football avec la cohérence. Pour nous, c'était très cohérent de partir vers un football plutôt vertical, plutôt physique, parce qu'on a expliqué déjà beaucoup de fois que ça nous permet, avec notre niveau économique actuel et notre réalité dans le panorama du football européen, d'être plus compétitif avec cette idée de jeu qu'avec une autre idée de jeu. Au moins, c'est comment on pense les choses. Pour développer tout ça, il faut développer une culture du travail, une culture de l'exigence, ça doit être très important. Pour ça qu'on a mis une structure avec une organisation du travail, avec un directeur sportif à l'italien, que c'est David Frio, qui est tous les jours, et à dire la vérité, il fait un travail extraordinaire. Avec Javier, qui tient les positions sportives et dans lesquelles ça nous permet aussi, et pour répondre avant à une question, non, jamais tu as douté, non, parce que toujours j'ai pris la distance à savoir les choses qu'on devait faire pour donner de la continuité à ce type de projet, parce qu'on considère que l'idée c'est bon, c'est qu'on travaille pendant la semaine, c'est ça que ça se voit sur le terrain. Ça c'est une chose importante. Les perspectives, oui, je suis ambitieux, je suis content, j'ai de l'espoir pour ce qui peut venir, spécialement parce que nous sommes en train de changer une culture du travail, une mentalité. Je crois que l'équipe c'est plus compétitive que dans le passé. Spécialement parce qu'on a plus de culture. On croit en ce qu'on fait. Je vois que l'équipe il croit en ce qu'on fait. On a cette culture petit à petit qu'on est plus mature chaque jour. Ça me fait plaisir. Et pour faire un projet, il y a besoin toujours d'avoir ces components économiques. Maintenant, la situation, c'est plus positif que quand je suis arrivé au club. On cherche de faire des idées, on cherche d'avoir des actifs. On a un effectif qui valorise des joueurs, parce que cette façon de jouer, il valorise des joueurs. Valerdi, c'est un joueur aujourd'hui que ça coûte plus cher que ça a coûté dans l'été, je crois. Rendoussi, que c'est un joueur 4-19, il va jouer la Coupe du Monde. Il a de la valeur. Il y a des joueurs qui prennent de la valeur, il y a des joueurs qui sont arrivés comme Jordan Belletout. Il a monté son niveau, ça lui permet de jouer la Coupe du Monde, ça lui permet de se stabiliser. On peut parler avec beaucoup de joueurs qui sont dans l'effectif, naturellement. Un Harid, que cette saison, il était dans un niveau que c'était très important pour nous. On cherche de créer de la valeur
on cherche aussi de tenir ce niveau de stabilité avec des joueurs qui tiennent la pression de jouer ici, qui c'est important. Et ça répond aussi à la question des centres de formation ici. Pour jouer à Marseille, c'est le niveau d'exigence que c'est très haut. C'est pour ça que c'est plus compliqué de jouer ici avec ce niveau de pression quand tu viens du centre de formation que jouer dans des autres clubs. Mais ce type de projet, ça me porte à avoir de l'ambition, ça me porte à croire qu'on est dans le bon chemin. Ça s'est reconnu aussi pour CMA CGM que tout ce type de valeurs qu'on partage, il va rentrer dans les clubs à nous aider. Il va rentrer comme partenaire du club à dire on partage des valeurs qu'on veut construire ensemble. Je suis content pour ce qu'on fait, mais je suis content parce que nous sommes en train de mettre des bases à faire un projet. Ce qu'on doit penser, c'est à comment développer entre tout le monde ce projet pour que ça soit le plus pérenne possible, parce que je crois que c'est la bonne direction. Merci beaucoup. Merci.